Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine du moucheur. Alors j'en connais qui vont se réjouir car comme d'habitude on commence par la rubrique technique et matériel et lorsqu'ils vont voir Eric au bord de l'eau avec sa canne, ils vont bien entendu penser au lancer autrichien. Eh bien non, pas tout à fait, écoutez-le. Aujourd'hui, en technique et matériel, je vous parle du lancer autrichien, mais tout particulièrement d'une question que m'est tout souvent posée sur la longueur de canne préconisée. Chaque fois quand je me déplace à un salon ou à un club où je fais mes conférences, on me dit « Ah oui, vous c'est le lancer autrichien, vous avez des cannes très courtes, de 5 pieds, 5,5, 6 maximal, et vous ne lancez pas avec des cannes longues et tout ça. Croyez-vous que je dois m'acheter une canne de 6 pieds ?» Alors, il est vrai que il y a existé quelques articles en France et même en Allemagne et en Autriche sur des cannes de 6 pieds, de 5 pieds et demi qui ont été employés par les grands maîtres du lancer autrichien. Ça, c'est évident. Souvent, ces cannes ont été par contre en bambou refondu avec des codes spécifiques pour lancer loin et en wadding. Mais je veux vous assurer que les Autrichiens qui lancent le style autrichien ne pêchent pas tous forcément avec des cannes de 5 ou 6 pieds. Alors, quelle est la règle à suivre? La règle principale est simple. Je prends l'outil le plus léger, le plus petit, pour avoir le maximum de plaisir à la pêche. Ça, c'est la règle de base. Donc, je ne vais pas me dire d'entrée, je prends un truc lourd, long, gros, tout ce que vous voulez. Non, moi, je prends le minimum pour avoir plaisir, pour être naturel avec la canne. Alors, première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que nous allons pêcher? Est-ce que nous allons pêcher uniquement avec des petites mouches sèches en wadding, donc dans une rivière avec l'eau jusqu'ici, derrière dégagée, ou nous allons pêcher avec des grosses nymphes dans des fonds de 2 ou 3 mètres avec des soies plongeantes? Alors ça, c'est déjà une autre question qui est importante. La troisième, c'est quel est votre caractère? Quelle est votre force physique ou volonté? Ou est-ce que vous êtes plutôt tranquille, doux? Ou est-ce que vous êtes plutôt guerrier pour y aller? Ça dépend aussi de votre caractère. Donc, la première chose est claire. Nous allons prendre la canne la plus faible, la plus petite, la plus douce pour avoir un maximum de plaisir à lancer et à maîtriser le poisson. Donc ensuite, si on choisit, qu'est-ce que j'aime beaucoup, la pêche en sèche, à l'ombre, à la truite, avec des petites mouches sèches en wadding, moi personnellement, je ne préconise pas, mais moi personnellement, je pêche avec une 8 pieds. Parce que pour moi, c'est une canne qui ne me fatigue pas du tout, ça va toute seule, ça va bien loin, assez loin, ça fait aussi bien à 25 mètres qu'à 13 mètres. Bon, je peux pêcher et j'avoue que j'ai pêché quand j'ai été jeune et mordu et très dynamique avec des cannes de 6 pieds, donc de 1,80 m. Mais aujourd'hui, non, je suis au Moyen-Âge et donc j'ai une canne de 8 pieds qui sont comme cela, assez fines, souples pour des soies de 4, peut-être du 5 pour pêcher en sèche. Maintenant, il est évident que quand je me déplace en Slovénie et quand je vais pêcher au jig, à la grosse nymphe à double bille ou même au streamer, je suis bien obligé d'augmenter ma longueur de canne et je vais y arriver à 9 pieds. Je ne pêche très rarement avec des cannes plus longues de 9 pieds, tout simplement parce que mon style de lancer avec l'index ne me permet pas facilement de lancer des cannes de 11 pieds qui sont trop lourds à force pour l'index. Donc, c'est simple, en sèche avec du plaisir comme ici, tout doux, sans geste, avec des 8 pieds, soit de 5. Et pour la pêche en nymphe et en jig, du 9 pieds avec une soie plongeante de 5 ou de 6 aussi. Avec ça, on fait le monde entier. Alors il est des endroits où il n'est pas nécessaire d'avoir une grande canne, ni même une courte canne. Dans notre rubrique « L'environnement du pêcheur », bien souvent, Eric se met en colère lorsqu'il s'agit de parler de la main de l'homme, de son intervention. Écoutons-le tout de suite, mais bon, ça ne va pas être très agréable. Aujourd'hui, dans l'environnement du pêcheur,
je voudrais vous parler de quelque chose qui ne me plaît pas beaucoup. Et ce sont les interventions humaines dans nos cours d'eau. Malheureusement, je dois devenir raisonnable et reconnaître qu'il y a un besoin d'intervenir pour de multiples raisons, surtout s'il concerne des vies humaines, beaucoup moins quand il concerne uniquement de l'argent. Il est vrai qu'un cours d'eau naturel, qui a déjà eu la chance de le voir, que ce soit en Russie, au Kamtchatka, ou en Alaska, ou en Norvège, ou en Suède, ou en Autriche, ou n'importe où, a du mal à comprendre qu'on peut massacrer son cours d'eau uniquement parce qu'on vit à côté et parce qu'on n'accepte pas qu'est-ce qu'il nous apporte. Il faut quand même savoir que les cours d'eau en dehors le plaisir pour nous pêcheurs, ils sont quand même une source d'énergie. Une énergie électrique, bien entendu. Ils sont aussi servis pendant longtemps d'énergie de transporter des choses. Et ils sont aussi une énergie quelque part qui est à l'intérieur de nous, que vous êtes pêcheur à la mouche, ou que vous êtes quelqu'un qui fait des kayaks, ou quelqu'un qui seulement regarde l'eau qui défile, a un sentiment profond qui est quelque chose de profond, quelque chose d'énergétique. Moi, je recherche ça. Quand je vais au bord de l'eau, et même si dedans on en lâche des bassines, des truites magnifiques de 50 cm et plus en profondeur, et en autant de quantité qu'il le faut pour le piner avec n'importe quoi, un verre, une cuillère, n'importe quoi, ça ne m'intéresse pas. Avant tout, je regarde le site. Ici, nous nous trouvons au bord d'une grande rivière française où on a fait un certain compromis que j'accepte et qui est logique. On a fait une réglementation, une régularisation de la berge. Ici, on comprend très bien que la rivière vient de la droite, elle bute contre la berge. Donc chaque fois qu'il y a une crue, une augmentation de masse d'eau et la vitesse d'eau, elle a la force de creuser et de renforcer ces berges. Donc ici, on a fait un travail que je peux dire qui n'est pas beau, il faut le dire quand même. Hein. Ça n'a rien à voir avec une berge naturelle, bien faite, avec des arbres, avec des vieilles souches. Non, ici, on a mis des gros blocs avec une grue. Mais après tout, pour le poisson, c'est pas trop mal. Ça fait des petits criques d'eau calme. Donc quand il y a la crue, le poisson peut se réfugier, peut rester là. Et c'est productif. Ça augmente même la productivité de la rivière. Je suis d'accord. Où je suis beaucoup moins d'accord, c'est quand on commence à mettre du béton. Il y a quand même des gens en France, dans des villes qui sont des petites villes du XVIe siècle, XVIIe siècle, où on regarde, où on vend aux touristes la beauté du site, où on a bétonné les rivières, bétonné la rivière pas seulement du bord, des bordures, qui sont déjà, et vous le savez bien, catastrophiques pour la faune, pas seulement des poissons bien entendu, mais avant déjà des invertébrés qui vivent dedans et qui doivent nourrir des poissons. Mais on est allé plus loin que ça, on a même bétonné le fond de la rivière. Il faut quand même comprendre que ça, ce sont des drames. Pour moi, ça, ce n'est pas du tourisme. On peut avoir une belle maison avec des jolis porches sculptés, avec des dates inscrites, mais on doit quand même avoir un respect de son environnement. Si on est pêcheur ou pas, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose du fond, c'est quelque chose de profond d'intérieur. On ne peut pas rendre stérile quelque chose qui est grandement, vraiment naturel, qui produit et qui doit vraiment servir pour tout le temps. Pour tout le temps. Alors il faut que je vous dise une chose, vous l'avez compris, je ne suis pas, après le passage de cette séquence, très à l'aise, car bien entendu j'habite à Salis de Béarn, et si je vous montre, si Eric nous a présenté cette rigole, cette rivière, eh bien c'est parce que j'habite à Salis de Béarn et que le matin, eh bien, en allant chercher mon pain ou mon beefsteak chez mon ami le boucher que je salue, eh bien, c'est que je vois cette rivière tous les jours. Alors, ça me met en colère tous les jours. Mais bon, voilà. Alors, il ne faut pas non plus quand même oublier que sur le canton de Salis de Béarn passe la plus belle rivière d'Europe, le Gave d'Oloron, et que c'est au Gave d'Oloron que l'on a attrapé, je vous l'ai montré il y a quelque temps, un magnifique saumon atlantique. Donc l'un compense l'autre. En attendant, regardons la mouche de la semaine. La mouche de la semaine est une mouche française. Et oui,
ça m'arrive à présenter des mouches françaises. Il n'y a pas que les anglo-saxons et les autrichiens et les italiens. Non, il y a aussi des mouches françaises. Cette mouche s'appelle altière et c'est une mouche fort intéressante et très utile et surtout y avoir dans votre boîte à mouches. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est Raymond Rocher, ce grand pêcheur français, pêcheur à la mouche bien entendu, qui a présenté, inventé cette mouche et l'a fait connaître au public. En effet, il faut savoir qu'il n'y a pas que des éphémères, des trichoptères, des plécoptères avec tous leurs stades et leurs spinners, le imago et autre chose. Il y a aussi la grande famille des chironomides et tout simplement des diptères. Donc on parle bien des diptères une fois que l'adulte est sorti de l'eau et se présente donc sur l'eau avec deux ailes, parce que le mot diptère, ça va bien dire deux ailes. L'altière est donc une mouche utile pour tous les eaux, de montagne à la plaine, du printemps à l'automne. Il faut savoir que ce modèle-là ne représente pas seulement une espèce de diptère, mais un vaste choix d'insectes qui sont foncés et qui ont deux ailes, comme des fourmis et autres. Voyons maintenant comment on réalise cette mouche. Donc, cette altière qui est un diptère ne doit pas nous faire oublier qu'il y a beaucoup de chironomides, il y a beaucoup de diptères, et que ça n'a rien à voir, par exemple, avec une diptère qui s'appelle la tipule ou le coussin, qui est énorme. L'altière est toujours petite. Elle est de taille 14 maximale, mais le modèle standard est de 16. Nous prenons donc un hameçon de 16 ou de 14. Je le montre aujourd'hui comme ça pour mieux voir comment est conçue la mouche. On a donc un hameçon 2 fois long, fin de fer, car il y a très peu d'acle et très peu de volume. Donc cette mouche, elle doit flotter impérativement. On va faire donc ensuite un abdomen assez fin et noir, bien noir, mais un petit peu quand même structuré, un peu poilu. On va donc utiliser ici la microchenille. C'est un matériau nouveau qui est très fin, qui est encore prêt à l'emploi et qui nous permet vraiment de réaliser un corps qui est uniforme jusqu'en arrière. Une fois ce corps sans ribes, sans rien réalisé, nous allons installer deux ailes, comme le mot diptère, qui font à droite et à gauche une paire d'ailes avec deux plumes de coque, de préférence gris fumé, pas trop clair, mais pas noir non plus. Et ensuite, pour terminer, c'est pas difficile, une collerette, mais pas très fournie, avec une plume noire ou gris foncé. Donc cette mouche est dans des tons foncés et elle doit avoir la taille de 16 pour prendre les truites pendant toute l'année, même dans les eaux d'étiage en été. Voyons maintenant qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel et matériaux pour la réaliser. Avant tout, des hameçons fin de fer, 2 fois long, donc pas trop gros, pas trop petit. Ici, pour la caméra, j'ai choisi un hameçon 14 pour qu'on le voit mieux, mais la mouche doit se monter avec la taille 16, qui est le taille standard. Donc cet hameçon doit être, je vous répète, moyen long et fin de fer, car la mouche a très peu d'acle et très peu de volume qui la fait flotter. Le abdomen sera donc fabriqué à base de la microchenille, qui est un nouveau matériau sur le marché, qui est en fait un fil floqué, donc ça fait des petites aspérités autour d'une âme qui est très légère. Ça fait vraiment des corps magnifiques. Ensuite, qu'est-ce qui concerne des ailes? Nous utilisons ici un coq gris. Nous prenons, comme nous avons déjà appris, des plumes du milieu pour faire des ailes. Et en fait, la collerette va être faite avec une plume de coq marron foncé, marron gris. Ici, c'est un chocolate dawn. Donc, ce n'est pas noir, mais c'est du gris foncé vers le noir qui imite le mieux cette mouche qu'on va monter immédiatement ensemble. On commence, comme toujours,
avec l'enroulement de la soie. Ici, j'ai choisi une soie fine pour pas trop charger l'abdomen. Nous prenons donc le micro-chenille que nous mettons sur la hampe tout le long de l'hameçon pour surtout pas créer une bosse. On revient devant et on crée avec ce produit, donc micro-chenille, un abdomen uniforme et vraiment très joli. Donc je choisis la couleur noire car l'imitation doit être sombre. On a fini l'abdomen, vous voyez, pas de cerclage, pas de ribes, pas de racles supplémentaires, vraiment uniforme, toute simple. Maintenant nous choisissons donc 2 plumes du milieu de ce cou pour elle. J'ai essayé de trouver 2 de la même taille. Voilà, 2 plumes que ensuite on va mettre côté convexe pour bien le voir en même longueur. Nous mesurons sur la mouche la longueur des ailes. Donc les plumes s'écartent. On enlève des barbes. Pour la fixer comme il le faut. Voilà. C'est une des rares difficultés de fabrication de cette mouche, c'est d'avoir vraiment 2 plumes pareilles et mises bien à l'écart. Alors on ne lâche pas la prise tant qu'on n'a pas bien serré avec le fil de montage et on vérifie que ça soit bien comme il faut en dépassant un petit peu en arrière. On coupe l'excédent et on ajoute l'acle déjà préparé pour finir la tête. Seulement 1 ou 2, au maximal 3 tours pour l'eau courante et le tour est joué. On repart en arrière, la tête, 3 demi-clés comme d'habitude. Et voilà. Une goutte de vernis. Enlever l'excédent et c'est terminé. Et voilà un diptère très prenant. Alors décidément, cette semaine du moucheur se présente un peu sous le signe de la colère. Après vous avoir montré une rivière bétonnée, eh bien nous avons fait plein de kilomètres pour aller voir une très belle rivière. Et puis bon, vous allez voir ce qui se passe. Dans la technique de pêche de cette semaine, j'ai fait des kilomètres, beaucoup de kilomètres. Plus de 10, de 50, de 100 pour trouver une rivière magnifique, pleine d'ombre de truites. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais pêcher, qu'est-ce que je vais prendre en mouche sèche, en gobant, en voyant des poissons de loin et tout. Et en arrivant ici, après des multiples embouteillages et les aléas de la route, je me trouve devant une rivière, pas en crue, mais en crue artificielle, car tout simplement il se trouve un coup de vanne. Je pense que vous savez très bien le problème, vous connaissez très bien le problème, vous voyez très bien de quoi je parle, parce que pas seulement dans cette rivière ici qui se trouve en Autriche, mais aussi dans vos rivières habituelles ou non habituelles en France, en Espagne et ailleurs, vous avez souvent ce problème. On part la tête pleine d'idées, pleine de rêves, de prendre du poisson, de pêcher, et on se trouve avec une carte à la journée qui souvent
est quand même un petit peu douloureuse et avec une eau qui ne correspond pas vraiment au rêve. Alors, vu que je suis ici et que vous avec moi par cette émission, et vu que je vous dois quand même quelque chose, donc au moins vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire et aussi de prendre du poisson, je ne me suis pas laissé abattre complètement. Alors, on sait que des poissons qui sont dans cette rivière ont leur habitat habituel qui correspond à l'eau basse et à l'eau haute. Il faut savoir que chaque fois qu'il y a un coup d'eau qui peut être provoqué par une crue, donc naturelle, ou par un coup de vanne, donc artificiel, le poisson change son endroit où il est dans la rivière. La règle principale à retenir est très simple. Si vous avez beaucoup d'eau, donc le courant qui augmente et la quantité d'eau augmente, le poisson il se regroupe au bord. Donc, autant que vous avez une rivière qui est lisse, qui est limpide, vous pouvez avoir des poissons sur toute la surface, il est à peu près certain qu'actuellement dans cette rivière ici, les poissons se trouvent plutôt près du bord. Donc, on ne va pas pêcher au milieu, on va essayer de leurrer un poisson au bord. Inutile à vous dire que ici, avec une mouche sèche, c'est sans intérêt. Aucun poisson peut voir avec le courant qui se présente, ni avec la lumière, ni avec les couleurs d'eau, une mouche qui flotte sur l'eau. Donc on va essayer d'abord la grosse berthe, donc du streamer au bord. Si ça ne marche pas, on va aller un peu plus subtil avec la nymphe lestée un peu foncée pour laisser couler au fond et pour la retrouver doucement. Et c'est tout ce qu'on peut faire. On verra maintenant si j'ai réussi de faire quelque chose quand même. Mais gardez ça dans votre tête. On commence tout près avec le streamer. Il est assez lesté. On a un gros pool ici. J'ai espoir que les poissons se sont rabattus ici. Et on va essayer. Là, je me fais piquer. C'est pas terrible. Plein de sang. Saloperie de moustiques. Mais bon, on va essayer quand même de prendre un poisson ici, là. Mais une rivière pas connue, trouble, donc sans connaître la morphologie de la rivière. Donc on ne sait pas vraiment où sont des gros profondeurs. C'est pas facile quand même, faut dire. Bon, là le partage des eaux entre le calme et le courant, c'est là où il y a du poisson. Là. Donc on attend un peu que le leurre descend et on ramène. Touche, manqué. Ça y est, allez! Le miracle est quasiment fait. Beau poisson qui a pris mon streamer, qui n'est ni plus ni moins qu'une cope, un chabot. J'espère qu'il est bien accroché parce qu'il y avait les os comme ça. Pas facile. Donc un chabot logique parce que le courant fait un substrat très fond, très important, très gros, qui est habité par ces petits poissons. Bien, un beau poisson. Oh, 700-800 grammes. Avec cette eau-là, c'est l'aubaine. Je ne sais pas comment j'ai fait. Franchement, j'avais pas d'espoir. Là, vraiment, mon ange gardien m'a aidé. Une belle truite qui a pris ce chabot et que je vais essayer de mettre à sec pour vous. Au-dessus, vous savez comment? Très belle truite.
très belle fario de bien 42-43 cm. Pris pour vous, en pleine crue et avec beaucoup de bol. Voilà, ce soir, avec l'éternel beurre blanc pour moi et ma grand-mère. Bien joué Eric, bon appétit. Ça n'était pas facile. Nous, on se retrouvera la semaine prochaine où on espère pouvoir prendre d'autres truites avec vous. À bientôt.